François, aujourd'hui on se retrouve pour Rétro Passion Automobile et je vais vous parler de la Matra 530. Les origines de l'aventure automobile de Matra remontent à 1964, lorsque le groupe, jusqu'à spécialisé dans l'armement et à la recherche aérospatiale, décide de se diversifier et de se lancer, non seulement dans la production de voitures de sport, mais aussi dans la compétition sur circuit, avec dès le départ un programme très ambitieux. Et pour ses débuts en tant que constructeur, Matra va décider de recourir à une solution de facilité, en rachetant la firme fondée par René Bonnet. Et puis, face aux difficultés auxquelles se trouve bientôt confronté René Bonnet, celui-ci n'a alors d'autre choix que d'accepter l'offre du rachat fait par les dirigeants de Matra. Si la berlinette Jet, le seul modèle dont la production était alors maintenue, poursuit sa carrière sous le nom de Matra, Jean-Luc Lagardère, le patron de Matra, n'entend toutefois pas s'arrêter là. Et s'il a dû lui aussi apprécier à sa juste valeur le potentiel sportif de la Jet, il a toutefois bien conscience que celle-ci présente un caractère trop radical pour séduire un vaste public et que sur le strict point de vue commercial, elle restera sans doute donc qu'un modèle marginal. S'il décide de poursuivre en partie dans la voie tracée par cette dernière, notamment en conservant l'architecture mécanique à moteur central arrière, il souhaite que celle-ci soit une vraie première Matra, un vrai coupé populaire, c'est-à-dire d'un caractère moins radical que la Jet, avec un comportement et plus facile à aborder ainsi qu'à maîtriser pour l'automobiliste lambda, et également, même s'il est prévu dès le départ que le futur coupé Matra n'offre lui aussi que 2 places, une meilleure habitabilité et un agencement plus ergonomique de l'habitacle. Si l'intention de Jean-Luc Lagardère était de pouvoir dévoiler le nouveau coupé Matra au salon de Paris 66, soit 18 mois à peine plus tard que la reprise de René Bonnet, ce n'est toutefois qu'en mars 67, donc quasiment 6 mois après, que l'on peut découvrir au salon de Genève le fruit du travail de Guédon et de son équipe. C'est donc la Matra 530 qui est présentée. Une dénomination qui ne renvoie toutefois à aucune donnée technique, mais qui a été choisie de façon très claire en référence aux activités originelles de Matra, celui du secteur de l'armement. Les chiffres 530 renvoyant en effet à un missile, le R-530. Au moment où celle-ci fait ses débuts, la production de la berlinette Jet est cependant toujours en cours à l'usine Matra de Romorantin. C'est donc le carrossier Brissonneau Elotz, situé à Creil, qui assurait auparavant la production du cabriolet Caravelle pour Renault, qui est alors en fin de carrière. Cette société se verra chargée de l'assemblage donc des premières 530, lesquelles ne seront toutefois livrées à leurs acheteurs que l'été suivant. Dès les premiers stades de la conception de la 530, il est prévu qu'elle soit dotée d'une carrosserie aux lignes inédites afin de se démarquer clairement de la concurrence. Celles-ci seront tracées par Jacques Nochet, qui, tout comme Philippe Guédon, travaillait avant cela lui aussi chez Simca. Pour ce nouveau coupé, qui affichera un style vraiment avant-gardiste, Nochet s'inspirera assez fortement de la Matra MS620 à moteur BRM qui défendra les couleurs de Matra aux 24 heures du Mans 66. Certains des éléments essentiels qui composent sa ligne ne sont d'ailleurs pas là que pour le look. Ainsi, l'imposant arceau incliné derrière la portière assure aussi, avec le montant de pare-brise, la rigidité de la voiture. La structure de la Matra 530 affiche d'ailleurs une très bonne rigidité qui permet d'avoir recours à une carrosserie en matière synthétique, de la résine époxy, qui a l'avantage d'être plus légère que le polyester. À défaut d'être une vraie décapotable, en la dotant d'un panneau de toit amovible en 2 parties et d'une lunette arrière articulée, les concepteurs de la 530 voulaient permettre à ses occupants de profiter aussi des plaisirs de la conduite au grand air sans les inconvénients du cabriolet équipé d'une capote en toile. Outre son aérodynamique très bien étudiée, le coupé Matra affiche aussi d'assez bonnes performances ainsi qu'une très bonne tenue de route, obtenue grâce au positionnement du radiateur et du réservoir d'essence à l'avant, offrant ainsi une meilleure répartition des masses. Si elle se révèle en effet très singulière, et ne manquera pas de surprendre le public qui la découvrira au salon de Genève, avec son capot plongeant, ses phares escamotables, ainsi que son absence quasi totale de porte-à-faux à l'arrière,
Cette silhouette atypique n'a pas été conçue que dans un but purement esthétique, mais aussi afin d'obtenir le meilleur résultat aérodynamique possible. La ligne a en effet fait l'objet d'une longue série de tests avec plusieurs essais en soufflerie. Un travail qui portera ses fruits, car à l'issue de cette longue série de tests, ils arriveront à sortir un CX record de 0,34, ce qui permettra de compenser, tout du moins en partie, la faible puissance, 85 chevaux, de sa mécanique d'origine Ford. Un 4 cylindres en V, pas courant, identique à celui que l'on retrouve sous le capot des Ford Taunus 17M Super. À l'origine, les hommes du bureau d'études ainsi que la direction de Matra souhaitaient que la 530 reste une création 100% française et orientèrent donc leur choix vers le moteur de la Renault 16. Mais la marque aux losanges opposa poliment une fin de non-recevoir aux représentants de Matra. C'est finalement une mécanique made in Germany, le V4 produit par les usines Ford de Cologne, qui présente le double avantage d'être à la fois compact et robuste, qui est installé. Les mécaniques qui équipent la plupart de ses rivales ne sont toutefois pas plus puissantes ni plus nobles. Le traitement de l'habitacle et surtout celui du tableau de bord est lui aussi à l'image du style extérieur de la carrosserie, assez futuriste, avec son volant doté d'une épaisse jante de forme ovale et des sièges de style Cosmos. Les essayeurs de l'époque trouveront le véhicule très confortable du côté suspension et se montreront enthousiasmés par sa très bonne tenue de route. Si les performances sont qualifiées de correctes pour une voiture de 7 cylindres et de cette puissance, cela est surtout dû, comme mentionné plus haut, à son aérodynamisme fort travaillé, puisqu'à la puissance limitée de sa mécanique Ford. Un aérodynamisme qui, en revanche, n'a aucun effet sur les accélérations et les reprises. Comme les magazines spécialisés ne manqueront pas de le souligner, la 530 reste un coupé à vocation populaire et n'a donc que la ligne d'une sportive, le ramage n'étant pas vraiment à la hauteur du plumage. À défaut de pouvoir prétendre être une sportive pure et dure, elle saura séduire la clientèle visée par sa facilité et son confort de conduite, ainsi que sa capacité à pouvoir effectuer de longs trajets sur les nationales ainsi que sur les autoroutes grâce à son aérodynamisme. Lorsqu'en 69, le carrossier Bresson Lotz accepte l'offre du constructeur allemand Opel d'assurer la fabrication de l'Opel GT, qui est l'une des rivales désignées de la Matra 530, et bien pour éviter un éventuel conflit d'intérêts et aussi parce que la production de la Jet a maintenant cessé, les chaînes de production de l'usine de Romorantin sont donc entièrement libres pour accueillir sa remplaçante, la 530. Au total, un peu plus de 2000 exemplaires auront été assemblés à Creil avant que la production ne soit rapatriée chez Matra. Au même moment, le coupé 530 change de motorisation. Il s'agit toujours d'un moteur d'origine Ford. Celui-ci est maintenant celui de la Ford 15M RS, qui profite également d'un changement de système d'alimentation avec le remplacement du carburateur simple corps par un nouveau double corps avec un gain à la clé de 5 chevaux. C'est énorme. La nouvelle version se reconnaîtra extérieurement au nouveau tube chromé intégré au pare-choc avant et à l'intérieur à la décoration imitation bois apposée sur le tableau de bord. À l'automne suivant, Matra annonce avoir conclu un partenariat avec Chrysler France, celui-ci prévoyant que la 530 sera distribuée et entretenue par le réseau Simca Chrysler. C'est à l'occasion du salon de Genève 70 que sera dévoilée l'évolution la plus importante dans la carrière de la 530, recevant la dénomination 530 LX. Elle se différencie de la 530 originelle par ses nouveaux pare-chocs, sa nouvelle décoration intérieure et extérieure, ainsi qu'une nouvelle grille pour le levier de vitesse dit à l'européenne. Si le toit démontable est toujours dispo, il ne s'agit plus toutefois désormais que d'une option, tout comme les jantes alliages, le pare-brise en triplex ou la radio. Si elle restera en production jusqu'à la fin de la carrière du coupé Matra, son prix de vente dépasse maintenant 23 000 €, ce qui n'en fait plus vraiment une sportive populaire et détourne une bonne partie de sa clientèle originelle. Bien conscient qu'elle a perdu en partie la vocation qui était la sienne à son lancement, Matra tente alors de reconquérir le public des jeunes conducteurs avec une version d'entrée de gamme, baptisée 530 SX. Celle-ci se différencie de la LX par son look plus sportif, évoquant les voitures de rallye de l'époque avec 4 phares obus fixes à la place des phares qui se lèvent, des ailes élargies,
pour à la fois mieux souligner le caractère sportif de la voiture et peut-être aussi rester dans une gamme de prix raisonnable. L'Habitac a lui aussi été simplifié et se montre beaucoup plus austère que la LX. Siège fixe, suppression de la banquette arrière. Est-ce justement ce côté trop spartiate qui découragera les amateurs, qui était vraiment justement visé? En tout état de cause, cette cure d'austérité lui permet d'afficher un prix de vente situé sous la barre des 20 000 francs. Mais la SX ne rencontrera guère de succès, car c'est à peine plus de 1000 exemplaires qui seront construits avant la fin de sa production, 1 an et demi plus tard, et avant la fin de sa production qui sera également celle de la totalité de la gamme 530. La carrière de la première vraie Matra finira en effet bientôt par être abrégée, à cause de l'origine de sa mécanique qui, pour rappel, est d'origine Ford. Depuis août 70, la totalité des parts de Simca appartiennent au groupe américain Chrysler. Il n'est guère étonnant que les représentants de celui-ci voient rapidement d'un regard assez désapprobateur que le coupé Matra soit motorisé par une mécanique provenant de l'un de ses principaux concurrents. Celle qui restera dans l'histoire comme la première vraie Matra se voit alors logiquement poussée vers la sortie. Sa production est ainsi arrêtée en février 73, après un peu plus de 9600 exemplaires produits, toutes versions confondues. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte, un peu plus long et plus détaillé, sur le site Rétro Passion Automobile, ce texte de Juan Moreno, et bien sûr agrémenté de photos qui vous démontrent toutes les versions et toutes les évolutions de la Matra. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Rétro Passion Automobile sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.